chers amis, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de retrouver mon ami Romain Clément qui va nous parler voyage astral, donc ce sentiment de faire tomber des frontières, de pouvoir tout créer, quoi. D'une certaine manière, de Chrysalide nous propose de devenir papillon, de voler littéralement, et grâce à ton livre, où tu partages ton expérience considérable. Tu nous invites à découvrir qu'en fin de compte, c'est à la portée de chacun, hein? Exactement, Voilà, exactement. tu es un petit peu comme Obélix, quoi. Tu es tombé dans la marmite, tout petit, Quand hein? j'étais enfant, ouais, j'avais même pas 10 ans encore quand j'ai vécu Voilà, mes premières expériences. voilà, au départ, je crois que ça a été au travers d'un événement un peu, bien sûr, triste, parce que c'était pour la disparition de ta grand-mère. Oui, exactement, c'est vraiment le point de départ. J'ai mis du temps à comprendre que c'était vraiment le point de départ, bien sûr, parce qu'enfant, moins de 10 ans, comme je disais, pour l'instant, j'avais juste des interrogations qui étaient liées à la mort, en fait, où, ma grand-mère était partie et indirectement, ce que je remarque, c'est qu'en essayant de communiquer avec elle par la pensée, par le cœur, essayer de m'y connecter, savoir où est-ce qu'elle était. Et ben, naturellement, ça m'a connecté, je pense, à une autre réalité. Ça m'a connecté à un autre plan. Je pense que ça ouvre des portes vers l'invisible et cet invisible, chez beaucoup de personnes qui expérimentent ce genre de choses, on peut le remarquer, notamment chez des médiums aussi, que d'un seul coup, ça va ouvrir des portes. On va commencer à expérimenter de nouveaux phénomènes et en l'occurrence, chez moi, ce que j'ai commencé à expérimenter, c'est toutes ces expériences liées à ce qu'on appelle l'état de phase, c'est-à-dire la sortie hors du corps, cette sensation de sortir de notre corps. Bien sûr, j'ai dit parler de sensation de sortir de notre corps, mais il faut savoir que c'est pas quelque chose qu'on ressent systématiquement, hein, le fait de sortir. Quand on est déjà dans cette autre réalité, on va parler également de voyage astral. C'est juste une Ouais. histoire de terminologie au final. Quand tu parles de sortie de notre corps, en fin de compte, c'est notre corps astral qui se détache. Voilà, exactement, c'est ce qu'on a pensé pendant, voilà, des années, on parle de ce corps astral qui se détache. Aujourd'hui, je mets une petite nuance, pas que le corps astral se détache en lui-même, c'est juste que notre conscience est extra-neuronale. Donc en fait, c'est comme si au lieu d'être focalisé sur notre aspect physique, qui est une partie de nous, une partie de notre être, on va se focaliser sur un autre aspect de nous. Donc cette conscience, elle s'étend bien au-delà de notre corps physique et donc en fait, dans l'idée, c'est que quand on entre dans cet état, on se connecte par un autre point de notre conscience. Ça nous ouvre à une conscience non localisée, mais donc Exactement. mais de toute façon, je pense que maintenant, il n'y a plus personne qui croit que le chef d'orchestre est dans le poste de radio, hein. Oui, j'aime beaucoup l'image là. Non, non, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est vraiment, enfin du moins aujourd'hui, c'est la conception que j'en ai. Pendant des années, moi, j'ai eu peur, justement, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'ai vécu, certaines expériences, tu vois? La paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil qui est rien d'autre, selon moi, aujourd'hui, qu'une sortie hors du corps qui n'a pas encore abouti. Alors, peux-tu expliquer ce qu'est la paralysie du Exactement. sommeil pour ceux qui n'ont pas encore ton livre entre les mains? C'est important, justement, d'expliquer tout ça. Je vais, cadrer un peu tous ces états de phase. La paralysie du sommeil, c'est un phénomène qui se produit, justement, aux abords du sommeil, toujours comme la sortie hors du corps, la sortie astrale. À ce moment-là, ça peut se produire au moment de l'endormissement, lors de la phase, dite hypnagogique ou au moment d'un réveil et c'est la phase dite hypnopompique. Il va se passer quelque chose, c'est qu'on est à la frontière du, sommeil paradoxal bien souvent, ce sommeil où les rêves sont les plus vifs et qu'est-ce qu'on va expérimenter? Naturellement, le corps, lui, quand on est en sommeil paradoxal, normalement, il est immobile. Il est immobile pourquoi? Bah, pour nous empêcher tout simplement de nous lever en plein rêve et de faire une crise de somnambulisme. Donc les crises de somnambulisme, on en a tous entendu parler, on l'a peut-être vécu. Je l'ai vécu plusieurs fois, notamment aussi étant enfant. Et donc dans ce sommeil paradoxal, le corps, lui, il est immobile pour nous éviter de nous défenestrer, et cetera. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on se réveille, par exemple? On est dans un micro-réveil et on va vivre à un certain moment une forme de paralysie. Là, on va la vivre consciemment.
C'est-à-dire que cette paralysie du corps qui était là, on était endormi, d'un seul coup, elle devient consciente. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a jamais entendu parler du phénomène? On se dit: «Mais j'arrive plus à bouger, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à bouger». Là arrivent plusieurs, interprétations du phénomène, de ce qu'on est en train de vivre. On va penser par moments, moi ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, à un moment je me suis dit: «Mais est-ce que je suis mort? Est-ce que, je suis réellement paralysé?» Et là, ce qui devenait le plus troublant, c'est que par moments, je commençais à voir des sortes d'ombres qui s'approchaient de moi. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était, des ombres démoniaques, des ombres qui me voulaient du mal. Et j'ai également, commencé à paniquer encore plus et j'ai commencé à avoir du mal à même à respirer. Donc c'est des symptômes qu'on peut retrouver régulièrement. Mais il faut savoir que la paralysie du sommeil en elle-même, elle est considérée comme un symptôme de début de sortir du corps. C'est juste le fait de ne pas être conscient de ce qui nous arrive et d'avoir peur qui vient renforcer encore cette expérience qui devient traumatisante. Alors que, il y a beaucoup d'études qui le montrent aujourd'hui, quand on a entendu parler du phénomène de paralysie du sommeil, d'un seul coup, la paralysie du sommeil, si elle se produit, peut devenir plaisante, voire drôle. Parce que très vite, on a les moyens de désamorcer cette situation et de vivre une sortie hors du corps ou de revenir à notre état d'éveil normal, de pouvoir bouger nos membres à nouveau. Et donc, dans cet état, j'ai parlé du fait que la peur renforçait l'expérience. Il faut comprendre que au niveau de l'électroencéphalogramme, au niveau des ondes cérébrales, dans l'observation du moins de ce phénomène, on remarque qu'une bonne partie de l'électroencéphalogramme est plongée dans des ondes, dans un schéma d'ondes θ, prédominant. Et ces ondes θ sont, les ondes liées à l'imagination, mais également des ondes qu'on va retrouver, un état recherché justement quand on plonge des personnes en état d'hypnose profonde. Moi-même, je suis praticien d'hypnose transpersonnelle, une hypnose spirituelle, où dans l'idée, c'est qu'on va revisiter des vies. Voilà. Est-ce que c'est une exploration de la psyché ou pas? On laisse libre à chacun l'interprétation de ce qu'on explore. Mais toujours est-il qu'on plonge, ces personnes dans un état, dans un état θ. Et donc, forcément, donc la paralysie du sommeil, c'était un point de départ, quelque chose que j'ai vécu de nombreuses fois, j'avais peur et une des choses qui est bien présente, c'est qu'on est conscient de ce qu'on est en train de vivre. On a vraiment l'impression, on ressent qu'on est dans cet état. C'est-à-dire que je ressens, la paralysie, je peux voir, par moments, il y en a qui ont du mal à voir, mais on peut presque, sentir qu'on nous touche également, s'il y a un être qui s'approche et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait peur. Les premières fois, hein, je parle quand on n'a jamais entendu parler de ça. Ensuite, il faut savoir que cette paralysie du sommeil, tout le monde ne la vit pas, hein. D'un point de vue statistique, on dit que 8 de la population le vit plus ou moins, à des fréquences assez, espacées, mais assez régulièrement quand même. C'est beaucoup plus fréquent chez les étudiants. Là, on remarque quelque chose. Pourquoi chez les étudiants? C'est qu'on remarque un des symptômes, c'est souvent un stress plus accru, une anxiété parfois de qu'est-ce qu'on va faire après nos études et cetera. La Ça pression sociale ça peut être un moyen d'échapper à la réalité. Par exemple, une aussi personne également. qui vit une situation très douloureuse, qui la dépasse. Également. Et ça peut être donc une grosse pression sociale aussi, mais aussi les horloges circadiennes, les horloges biologiques, qui sont un peu, décalées. Le fait que quand on est étudiant, des fois, on peut sortir, s'amuser et en même temps quand on rentre, on a les devoirs. Des fois, quand on va prolonger jusqu'à très tard, on va commencer c'est des phases de notre vie où on commence à se coucher de plus en plus tard. Alors que de manière générale, quand on est enfant, on se couche pas encore, après minuit, tout ça, hein. 3 heures du Donc on matin. commence à décaler tout ça, on commence à perturber nos cycles du sommeil et la paralysie du sommeil est considérée également chez certains, spécialistes du sommeil comme un trouble du sommeil, hein. Si on veut, aller, hem, dans l'interprétation de ce qu'on est en train de vivre à ce niveau-là, d'un point de vue plus scientifique. Maintenant, beaucoup ont pensé que la paralysie du sommeil, c'était, dans les cultures à travers le monde, dans les différentes traditions, on pense que c'est un démon justement qui vient nous immobiliser. Donc, ça, c'est quelque chose qui est venu nourrir dans différentes régions du monde justement, les peurs, les craintes par rapport à tous ces phénomènes. C'est notamment, je pense au mot nightmare en anglais ou français, le mot cauchemar, on fait référence à, la déesse Mara, justement la nuit qui vient justement nous immobiliser et donc il y a beaucoup de légendes à travers le monde, on est à partir de cette interprétation.
Et quand tu parles de tradition, on voit qu'en fin de compte, ce principe de voyage astral, en fin de compte, il est décrit par toutes les traditions, il est même évoqué dans la Bible, hein? Oui, effectivement, on le retrouve à travers le monde, dans toutes les régions du monde. On le retrouve, sous différentes formes. Je pense, dans la région des Abruzzes, en Italie, on parle de panda fecce. C'est comme un chat, un félin avec les yeux rouges qu'on peut retrouver assez régulièrement. On retrouve, aussi, au Japon, le fameux, kanashibari justement qui vient, pareil immobiliser, sa proie, si je peux m'exprimer ainsi, tu vois? Globalement, il y a quelque chose qui fait que ça paraît peut-être cette idée paraît plus accessible à l'heure actuelle, c'est qu'il y a tant de récits d'EMI, d'expériences de mort imminente qui sont mis en avant, où les personnes ont vraiment eu le sentiment justement de pouvoir flotter au-dessus de leur corps. Bon, c'est peut-être pas exactement la même chose, tu vas pouvoir nous le préciser, mais Oui, j'ai précisé, ouais, tout ça, effectivement. Je pense que là, j'ai parlé un peu de paralysie du sommeil. L'idée, je le rappelle encore à tout le monde, je veux pas, vous faire peur par rapport à tout ça. Je précise que c'est un phénomène qui arrive et qui est plutôt rare. Voilà, bien sûr, qui est de tous ces phénomènes, c'est l'un des plus rares. Maintenant, il faut savoir que ça existe et qu'à partir de ça, on peut vivre une expérience fabuleuse. Et là, je vais justement progresser. Ça suit un peu mon cheminement, hein. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à vivre ces expériences. La sortir du corps, maintenant, la sortir du corps, c'était un peu dans la foulée. J'avais pas, en l'occurrence, les premières fois, cette sensation de me détacher. J'avais l'impression, littéralement, de me lever de mon lit, de cheminer dans ma chambre et le point de départ de la peur qui surgissait à ce moment-là, parce qu'encore une fois, c'est la méconnaissance du phénomène qui génère la peur, c'est le fait de ne pas savoir ce qu'on est en train de vivre et qu'est-ce qui est en train de se dérouler, qui peut faire peur. C'est que j'essaie d'allumer la lumière systématiquement dans ma chambre et ça s'allumait pas. Alors jusque-là, je me dis: «C'est l'ampoule qui est grillée», mais ensuite, j'essaie d'allumer d'autres lumières dans la maison et là, la lumière ne s'allumait pas, nulle part et là, j'étais plongé dans cette, obscurité, cet environnement nocturne quasiment systématiquement et en fait, j'ai essayé de voir mes frères, mes parents qui eux, étaient allongés, inanimés. Alors l'interprétation que j'avais, c'était un coup, je me disais: «Mais est-ce que je suis mort ou est-ce qu'eux, ils sont morts?» Ça, c'était quelque chose qui me faisait peur et en général, à ce moment-là, la panique arrivait et encore une fois, je le dis, c'est quand on ne sait pas ce qu'on est en train de vivre, qu'on se pose ces questions, en fait. Quand j'ai appris, et c'est bien plus tard, quand j'ai appris à dompter, cette expérience, à gérer cette expérience, c'est devenu vraiment une exploration fabuleuse. Et donc dans la transition, avant, c'est justement de vivre ces épisodes fabuleux et arriver à un autre état de phase, c'est le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est une autre porte vers l'état de phase. Imagine, je fais trace une ligne au milieu comme ça et d'un côté, je vais mettre que je suis dans le sommeil. Je vais me mettre à rêver à un moment donné et la porte d'entrée dans l'état de phase, quand je m'approche de l'état d'éveil, qui est cette ligne au milieu, eh ben, ça va être le rêve lucide. La conscience émerge, je deviens lucide en plein rêve et je vais commencer à pouvoir cheminer, à faire certaines actions de manière consciente. Alors plus ou moins conscient en fonction de niveau de lucidité qu'on obtient, parce qu'il y a des états de semi-lucidité. C'est très drôle d'ailleurs parce que à certains niveaux de lucidité, on est dans ce stade où on comprend qu'on est dans un rêve, mais on essaie de convaincre les personnages du rêve. Mais regarde, tu sais qu'on est dans un rêve là. Au lieu de dire tout simplement, je comprends que même les autres personnes sont potentiellement des projections liées à la journée, à ce que j'ai vécu, ou aussi également reconnaître que certaines personnes puissent être des êtres qui viennent en communication avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si on entre par la porte de l'éveil, on vient de se réveiller tout juste, et ben c'est là que la conscience émerge dans les premiers instants. Alors, je parle des premiers instants du réveil parce que dans toutes les techniques que j'enseigne lors des stages et des formations en ligne, etc., je mets l'accent sur les phases de réveil parce qu'on sort déjà d'un état physiologiquement plus proche de cet état recherché, cet état de phase. Et donc, à partir de cet état d'éveil, dans les premiers instants, dans les premières secondes, on va faire certaines techniques pour amorcer la sortie du corps. Et c'est souvent comme ça que la sortie du corps peut se produire. Donc cette sortie du corps, je le disais, soit on a la sensation de se détacher, soit on l'a pas. Et ensuite, on va pouvoir vivre tout un tas de choses. Comme je disais, c'est comme 2 portes d'entrée qui finalement, quand on approfondit l'état, mènent vers un même état. Plus ou moins conscient,
en fonction des techniques utilisées également et de notre vie, de ce qu'on pratique, de notre niveau de conscience dans la vie, etc. Ensuite, il y a le voyage astral. Le voyage astral, c'est une autre appellation qui est née de la société théosophique. Tu sais, ce courant philosophique qui regroupe différents courants à travers le monde, différentes, j'allais dire, spiritualités en quelque sorte, pour expliquer certaines choses liées à l'observation de l'univers, de la vie, euh, dans son ensemble. Donc, la société théosophique, c'est à elle aussi qu'on doit cette notion des 7 corps, le corps physique, le corps astral, le corps éthérique, etc. Et le fait qu'on voyage avec ce corps astral. Alors, il y a quelque chose quand même d'intéressant dans cette conception, c'est que le corps astral, c'est le corps de l'émotionnel. Et on remarque vraiment que quand on débute des sorties, dans la majorité des cas, je dis bien la majorité parce que c'est pas dans toutes les sorties qu'on va vivre ce genre de choses, mais on remarque vraiment que notre aspect émotionnel, de ce qu'on est en train de vivre d'un point de vue émotionnel, va venir teinter l'expérience qu'on est en train de vivre systématiquement. Si on est dans l'amour, on sent tout de suite qu'on transite vers des plans plus lumineux, etc. Quand plus on prend du plaisir à vivre certaines choses, plus les couleurs s'intensifient, plus ce qu'on va vivre devient vraiment grisant, tu vois, se mettre à voler, etc. Souvent, là, la difficulté, c'est de gérer l'enthousiasme qui, s'il devient débordant, bah, nous ramène rapidement au corps ou nous fait nous réveiller instantanément comme ça. Je parle d'un réveil, bien sûr, je mets entre guillemets. Et d'un autre côté, justement, donc là, je parlais de tout ce qu'on peut faire dès qu'on vit quelque chose de plaisant. Et dès qu'une petite peur émerge, par exemple, si on commence à avoir peur d'aller trop loin, souvent, c'est là que soit on revient vite au corps, parce qu'on pense à notre corps, je veux revenir. Donc, le fait de penser à notre corps, je l'ai dit, on est dans cet état hypnotique plus, donc c'est une induction hypnotique. On revient tout de suite au corps, dans la majorité des cas. Et parfois, tu sais, imaginons une personne chemine, ça j'ai des témoignages et qui disent: «Ah jusque-là je m'amusais et puis d'un seul coup je me dis: "Mais c'est qui cet être au loin qui me regarde un peu bizarrement?"» Et tout de suite le fait de rentrer bizarrement, c'est l'inconnu, c'est la peur. Qu'est-ce que cette personne me veut? Et la personne dit: «Ouh là, j'ai l'impression qu'il y a d'un seul coup elle commence à venir vers moi» et là tout de suite les personnes se rappellent, disent: «Non, détourne ton attention, ne porte pas attention à ça et continue dans ton plan d'action». Parce que moi dans les techniques, je parle de plan d'action. C'est important d'avoir comme des checkpoints de choses qu'on veut réaliser. Ça nous permet d'avoir un cap quand on est en sortir du corps. L'intention compte énormément. L'intention compte énormément. Elle va nous permettre d'un point de vue conscient, parce que cette intention, on l'émet déjà dans un premier temps avant d'aller se coucher, avant d'effectuer les techniques, avant même la sieste de l'après-midi, si on veut le faire en plein après-midi. L'intention détermine un cap. Maintenant, pour aller plus loin, il faudrait l'intention mêlée à l'émotion. Tu vois, c'est en anglais, on parle souvent de émotion, emotion, c'est de l'énergie en mouvement. C'est d'y mettre à la fois le cap, mais en même temps le magnétisme qui va avec. Tu vois, c'est l'électromagnétisme. Ça, cher Clément, c'est un petit peu comme dans notre quotidien, quoi. L'intention de réaliser nos désirs ne suffit pas. Il faut y associer le sentiment de leur accomplissement. Exactement. C'est vraiment un atout majeur dans la pratique de pouvoir mêler les 2. Et maintenant, il y a quelque chose de super intéressant qui va se passer dans cet état, c'est qu'une fois de plus, cet état modifié de conscience, parce que finalement, c'est un état, j'allais dire expansé de conscience, va faire qu'à un moment donné, on va aussi être confronté à des choses dont on n'avait pas conscience. Et ça va être le fait qu'on dit que les portes du subconscient s'ouvrent, qu'on est connecté à la fois à notre subconscient, à la conscience collective, à un champ d'information. Et si forcément les portes du subconscient s'ouvrent, il y a certains schémas enfouis peut-être, plus ou moins conscients, qui vont émerger. Et typiquement, une personne qui se dit: «Moi, je veux vivre la sortir du corps», souvent les hommes disent: «Moi, j'ai pas de peur, bon ça va, ça va aller» et souvent elles bloquent aux premières étapes. Pourquoi? Parce que dès qu'elles commencent à éprouver les premiers symptômes, tout de suite, j'ai peur de qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai peur de sortir. Donc on est en train de prendre connaissance de peurs, vraiment de peurs enfouies, de peurs, j'allais dire, fondamentales, intrinsèques. C'est quoi? La peur de la mort, la peur de l'inconnu bien souvent. La peur de pas revenir, de ne pas revenir. Également, la peur de parvenir. Ça, cette peur de parvenir et c'est important selon moi. Bien sûr, chacun a son avis, c'est important, mais je pense que c'est bien d'écouter plusieurs sons de cloche avant de tirer des conclusions, tout de suite.
Parce que cette peur de parvenir, elle est liée souvent à des histoires, je pense. Alors, j'admire tout ce qu'ont fait les prédécesseurs avant moi, hein, bien sûr, et j'ai beaucoup d'érgé ce qu'ils ont fait parce que à une certaine époque, en parler, c'était tout de suite, on nous mettait dans la case de psychiatrie. Ah, c'est pour info, oui. Voilà, mais par exemple, un exemple, tu vois, le cordon d'argent, effectivement, on retrouve ça dans certains récits, peut-être bibliques, mais le cordon d'argent, d'un point de vue contemporain, il a été mis en avant par Sylvain Moldon. Sylvain Moldon, je pense que c'est, je sais j'arrive plus trop à situer début 20e siècle ou fin 19e, voilà. Enfin, je crois que c'était début 20e siècle. Sylvain Moldon qui parle justement de ses voyages et il parle du cordon d'argent qu'il a aperçu en sortir du corps. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que Sylvain Moldon, il relate tout au plus 10 sorties à peu près dans sa vie. D'accord? Aujourd'hui, la plupart des stagiaires que j'ai ont vécu bien plus que 10 sorties. Aujourd'hui, c'est quelque chose grâce notamment à Internet. Tous les ouvrages dont on a à disposition, les techniques, c'est des choses qui sont vécues beaucoup, de manière beaucoup plus courante. Mais le fait qu'il ait écrit un livre, on le sait aujourd'hui, un livre ne fait pas de nous forcément un expert du phénomène, mais déjà savoir relater certaines choses, c'est déjà très bien. Oui, il y a des expériences qu'il faut absolument vivre. Exactement. Il faut, pouvoir les vivre pour tout ça et donc l'expérience du cordon d'argent, elle a donné naissance, elle a nourri, on va dire. Alors je dis pas qu'elle est totalement fausse, hein, j'ai rien pour prouver tout ça. Mais j'ai participé à un programme de recherche et notamment, c'était l'une des expériences. Essayer d'observer si oui ou non on voyait le cordon d'argent. Donc on est, de nombreux expérienceurs à avoir participé à cette expérience et lors de ma première expérience décidée, délibérément, je me suis retourné et j'ai vu ce cordon d'argent. Oui, tu avais posé Maintenant l'intention au départ. exactement. Donc et c'est là que se pose la question, c'est que j'ai posé l'intention de voir ce cordon d'argent et ensuite ça m'est revenu en pleine sortir du corps, quelques jours après, quelques semaines après. Je me dis: «Mais attends, je vais quand même regarder s'il y a ce cordon d'argent» et là, je le voyais plus. Pourquoi? Je me suis posé cette question. Parce que j'ai remarqué que selon les sorties, il y a certaines fois où je vais voir mes mains, souvent les mains sont déformées, il y a des doigts en plus ou des doigts en moins et par moments, je vois le contour énergétique de la main. Je ne la vois pas, en chair, je vois comme s'il y avait un contour lumineux autour des Comme dans doigts, l'effet Kirlian. voilà et des fois, je vois rien. Des fois, je ne vois rien du tout. J'ai cette conscience d'un corps, mais je ne vois pas de corps. Je suis comme une pure conscience qui se balade. Donc la question, c'est qu'à chaque fois, en fait, qu'on reste je remarque moi-même, j'essaie de faire le plus attention possible à ce que j'exprime parce que je pense que rien ne remplace l'expérience de chacun. Par contre, le danger, c'est de limiter l'interprétation à une expérience vécue. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui me permet d'élargir ma vision de la chose, c'est d'en avoir vécu, Oui, depuis, l'âge de 8 ans. Ça fait aujourd'hui, ça va faire plus d'une trentaine d'années que je vis l'expérience, tu vois? parce que J'ai même cheminé de cette idée que l'âme sortait du corps jusqu'à aujourd'hui de me dire qu'on est vraiment dans un état expansé de conscience. de l'autre côté, enfin, dans l'invisible, nos croyances se jouent. Oui, exactement, les croyances, c'est là qu'on découvre aussi certaines croyances qu'on a, comme je le disais, sur le fait de se dire: «Bon, j'ai eu beau penser qu'on est dans un état modifié de conscience» et là, je me dis: «Mais et si je pars et que je meurs?» Donc en fait, ça nous ramène à nos peurs profondes. Les peurs, la peur primaire, c'est, la peur de la mort. On retrouve la peur de l'inconnu, tout ça, c'est les peurs, que je pense que dans la vie, globalement, si on devait schématiser, il y a 2 portes. Il y a la porte de l'amour et la porte de la peur. La peur de faire des rencontres qui font peur. Oui et également, tu vois, comme disait Paulo Coelho, la peur de souffrir. La peur de souffrir qui est souvent bien plus grande que la souffrance elle-même. Tu vois, Bien toute sûr. notre vie, on va ne éviter de faire vivre quelque chose par peur de souffrir et en fait, j'ai cette sensation, des fois, vaut mieux se prendre un petit court jus d'un coup. Alors bien sûr, je parle pas De mettre les bras dans d'avoir la un court jus d'un coup, voilà, mais un petit court jus d'un coup que d'être connecté à une pile, tu vois? Au quotidien, tous les jours, d'avoir ce petit courant électrique qui passe tous les jours, qui va être bien plus nocif, à ce moment-là. Et cette image, c'est de vivre notre vie dans cette peur constante de souffrir, alors que des fois souffrir un bon coup et ensuite, j'allais dire accueillir cet état, accueillir cette souffrance qui est, humaine, on est là pour vivre ça et la traverser derrière et et vivre, l'enseignement de ce qu'on a vécu. C'est c'est plus un des riche. secrets de la confiance, de toute façon.
faire les Ouais, choses sans être tout à fait prêt, hein. c'est vrai, c'est vrai. Alors bien sûr, je ne veux pas encourager, tout le monde, ça c'est quand même important aussi, même si je le dis toujours, selon moi, il y a pas de danger majeur à vivre cette expérience. La seule chose, c'est où on se trouve nous par rapport à nos motivations de vivre l'expérience. Si d'emblée, déjà d'un point de vue conscient, tu dis: «Je suis terrorisé à l'idée de vivre l'expérience», ça ne veut pas dire que tu vas pas la vivre sans être terrorisé, hein, parce qu'il y en a qui disent, «Je veux pas vivre l'expérience», ils vivent une expérience fabuleuse et ça change totalement leur vision des choses. Par contre, de notre plein gré, j'ai souvent cette image de dire: «Si tu ne veux pas monter dans les montagnes russes, bah, n'y va pas si tu as peur», tu vois? Ne va pas toi-même Oui, bien t'infliger sûr. ça. Après, je pense que si ça nous arrive de manière, spontanée et qu'on a entendu parler du phénomène, on est déjà beaucoup plus armé pour, pouvoir, se connecter tout de suite à une émotion haute comme la joie et l'amour, prendre plaisir et vivre quelque chose de totalement fabuleux et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la majorité des cas, hein. Je le répète encore une fois, c'est vraiment, les épisodes qui peuvent faire peur dans les premières sorties non conscientes, encore une fois, les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, c'est de l'ordre de 20 à 30, hein. Les personnes qui n'ont jamais entendu parler du phénomène. Quand on a entendu parler du phénomène, là, on est plus dans l'ordre, les épisodes qui peuvent faire peur du peut-être 10, 5 à 10 et encore, c'est juste la peur d'aller plus loin et la personne revient, hein. Donc, Oui. Dans tous les cas, quand on pratique ça d'une manière volontaire, l'important est d'avoir une belle motivation. oui, exactement, ça aussi, la motivation, c'est, un atout majeur par rapport à la pratique. Souvent, alors je dis pas que, ne pas avoir spécialement programmé l'expérience et la vivre n'arrive pas, justement, ça arrive de manière spontanée, comme chez moi quand j'étais plus jeune. Mais, la motivation, ça va vraiment nous permettre, notamment avec les protocoles, notamment dans le livre, hein, je propose certains protocoles. Ça va nous permettre, notamment au moment des phases de réveil, par exemple, de pas se dire: «OK, bon là, j'ai juste envie de dormir, je vais plonger dans un sommeil profond tout de suite, à nouveau», et on va juste saisir les premiers instants parce qu'on a cette motivation de le faire. Et c'est là que ça nous teste aussi. Est-ce que certaines personnes disent: «Oui, moi j'ai envie d'explorer, d'avoir les réponses sur le fonctionnement», je dis n'importe quoi, le fonctionnement de l'univers, sur, tout ça, mais dès qu'il faut le faire, non, on préfère dormir. Et après, en même temps, je ne leur reproche pas parce que moi-même, je le dis toujours, il est plus important d'abord de prendre soin de son sommeil. Je vais prendre soin de son sommeil, c'est-à-dire avant de faire les protocoles, de bénéficier de suffisamment d'heures, de cycles de sommeil récupérateur, de pas faire ça toutes les nuits non plus. Mais une fois qu'on vit l'expérience et qu'on est habitué, il faut savoir quand même que c'est juste les premières secondes lors d'un micro-réveil qu'on saisit pour vivre l'expérience. Après, le corps, lui, il est immobile, il est, dans un état, physiologiquement endormi. Il y a certaines aires du cerveau, comme je l'ai dit, qui sont plongées, dans les zones θ, ça reste un sommeil, hein. Là, on est juste dans un état, la seule nuance par rapport au sommeil, REM, le sommeil, paradoxal pur et dur comme ça, c'est qu'on remarque au niveau du lobe frontal une activité qui augmente. On l'a aussi dans le sommeil paradoxal quand on commence à avoir des rêves de plus en plus vifs. Et tu vois, la lucidité émerge, on monte encore au niveau du lobe frontal, on monte en onde gamma, environ 40 Hz. Et à sortir du corps, il semblerait, d'après donc justement certaines études, qu'on détecte des ondes dites lambda. Donc c'est un écart-type encore beaucoup plus grand. Et très récemment, on a remarqué également que dans l'électroencéphalogramme, dans ces états, on a également des ondes delta qui correspondent au sommeil profond. Donc tu vois, ça venait chambouler où à un moment donné, on a dit on est dans un pur sommeil paradoxal. Finalement, on remarque qu'il y a une forme de grand écart au niveau de la conscience. C'est vraiment, cette idée que j'ai, c'est qu'on est dans un état, expansé de conscience. C'est l'idée, c'est comme dans Lucie, tu sais? Le film de Luc Besson, où d'un seul coup, elle a tous ses aires du cerveau qui sont activées. Là, c'est juste que c'est un fonctionnement très large, quoi. Alors, une question, Clément. Heu, est-ce qu'il y a une différence entre les rêves lucides et le voyage astral à proprement parler, pour la rencontre des mondes qu'on va Ouais. découvrir? Est-ce que, par exemple, dans le rêve lucide, on n'est pas plutôt dans un voyage terrestre et dans le voyage astral, on serait plutôt dans un voyage multidimensionnel? Alors pas forcément. Alors oui, alors tu veux dire par rapport à un rêve lucide. Alors, Oui, la frontière, elle est vraiment très mince aujourd'hui. Pour moi, je pense que ces appellations, alors je vais parler d'abord de sortir du corps et rêve lucide. Comme je l'ai dit, pour moi, les 2, c'est 2 portes d'entrée parce qu'au début de l'expérience, il y en a une où on rentre par le rêve et l'autre, on rentre
où on a cette sensation d'être éveillé, complètement réveillé. Deux cas, Oui. ce qui est super intéressant, c'est qu'on remarque un état de lucidité, un état d'être conscient dans l'expérience. Et au début de l'expérience, forcément, il y a des nuits. Quand tu pénètres dans cet état à partir du rêve, qui est très flagrant d'emblée, c'est l'univers onirique. On est dans un univers qui, on le sait, dans les rêves, le décor peut changer très très vite. Alors là, je vais mettre une nuance par rapport à ce que tu disais entre le rêve lucide et le voyage astral, c'est qu'il y a des personnes qui vont faire des rêves où tout de suite dans leurs rêves, elles sont connectées à des mondes, des univers fantastiques. Ah oui, on Et peut l'être. là, Ouais. et là, on peut l'être. Et là, ça peut s'approcher d'un voyage astral déjà dans l'appellation. Certains, derrière certaines cultures à travers le monde, amérindiennes, en Afrique, on parle de ce corps du rêve qui voyage déjà toutes les nuits, hein. C'est juste qu'on n'en est pas conscient. Donc là, on remarque quelque chose de flagrant, c'est que le décor d'emblée va changer très vite. En sortir du corps, ce qui est très flagrant au début de l'expérience, c'est que moi je remarque, du moins pour moi et beaucoup de témoignages, c'est que dans la plupart des cas, et pas tous les cas, on sort, on est dans notre chambre ou dans notre maison. Et souvent, il y a même cette forme d'obscurité, on parle de voile astrale, de cécité astrale, cette forme de semi-obscurité qui arrive parce qu'en fait, est-ce que c'est le corps mental qui reproduit le fait qu'on soit plongé déjà dans une obscurité en pleine nuit, en train de dormir? On remarque ça. Et donc finalement, on va remarquer que le décor, il est très peu changeant par rapport à la réalité ordinaire, au début. Donc ça va être certains détails, les personnes qui vont dans leur cuisine et qui disent: c'est marrant, tout est à peu près pareil, mais il y a la vaisselle dans la j'avais fait la vaisselle hier soir et là, il y a tout dans l'évier». C'est des détails comme ça qui vont varier. Ou c'est une personne qui me disait: «Mais je comprends pas parce que j'avais bien fermé les volets, mais les volets sont ouverts». Donc, on remarque déjà qu'on n'est pas dans une observation qui correspond en tout point à la réalité physique. On est vraiment sur un autre niveau vibratoire. Maintenant, je propose dans les stages des techniques d'approfondissement, des techniques assez simples à mettre en place et qu'on doit mettre en place dès le début des expériences. Et elles fonctionnent aussi bien en sortir du corps qu'en rêve lucide. Donc déjà, il y a un aspect intéressant, c'est qu'on remarque que le fonctionnement est très proche dans les deux cas. Et plus on approfondit l'état d'un rêve lucide et d'une sortir du corps, plus on va arriver à un niveau sortant d'une maison, par exemple, où d'un seul coup, on a l'impression de pénétrer dans un univers où la perception qu'on a est, c'est la perception d'un hyper-réalisme. Tout devient plus intense. Ça peut être au niveau du son, qui va être amplifié, embelli, plus beau même que d'habitude. C'est comme si on avait passé notre son, chez un ingé son qui venait nous embellir tout ça. Et au niveau des couleurs, on peut avoir des couleurs encore plus vives, même certaines couleurs, certains décrivent des couleurs qu'ils n'ont jamais vues en vrai. Et également donc, arrivé à un certain état, on a cette sensation de pouvoir zoomer sur les choses, de pouvoir voir en les moindres détails. Et tu vois, j'ai mis du temps, j'ai mis des années, alors que je vivais des rêves lucides de manière régulière, comprendre qu'en approfondissant ces états, je pouvais retrouver une forme d'état, unifié quoi. Enfin, je veux dire un état où je ne fais plus la différence entre les 2. C'est juste que pendant longtemps, mes rêves lucides, je comprenais que j'étais dans un rêve, je me dis: «Chouette, je suis dans un rêve, je vais me mettre à voler». J'avais d'ailleurs beaucoup moins de barrières psychologiques pour m'envoler. En sortir du corps, la difficulté, c'est certain, c'est que c'est tellement, flagrant, elles sont persuadées d'être réveillées, d'être en sortir du corps et se dire: «OK, je vais essayer de toucher la porte, passer au travers». Des fois, les personnes n'arrivent pas à passer au travers. C'est le mental, c'est tellement réel, concret, qu'elles ne passent pas au travers. Donc la petite nuance déjà, c'est de se dire: «Est-ce que j'arrive à défaire cet environnement, de la sortir du corps pour pouvoir le rendre plus onirique?» Tu vois? Et une autre difficulté qu'on peut avoir, par rapport à la sortie, par rapport, au rêve lucide, au niveau de la sortir du corps, ça va être de matérialiser certaines choses chez certains. Et ça, c'est tu vois, ce qui est super intéressant, c'est que les 2 aspects font appel à notre pouvoir créateur. Les 2 font appel aussi à nos croyances limitantes. Et on remarque que quand on est dans un rêve, souvent, ça va plus vite et quand on est en sortir du corps, bah, ça va pas forcément plus vite. Donc en fait, pour moi, c'est un curseur et plus on devient, conscient d'ailleurs, même quand on approfondit énormément un rêve lucide, ça devient plus dur de changer d'environnement. Donc il y a des techniques pour ça, on parle même des techniques de maintien et on va travailler sur, certains aspects.
peux en dévoiler une comme ça qui est intéressante. C'est que quand tu es dans un environnement que tu as vraiment approfondi, tu as approfondi ton état, tout devient hyper concret. Moi, ça m'arrive et j'arrive plus à passer à travers un mur. Je me cogne 3 fois avant de passer au travers. Je comprends tout de suite que j'ai tellement approfondi cet état que, je suis pleinement immergé dedans et que j'ai une retranscription sensorielle complète. Et ben, l'idée, c'est que derrière, je vais m'allonger dans cet environnement, en sortir du corps. Je m'allonge pendant 5 secondes. Je compte 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je repars. Et je vais passer au travers du mur. Qu'est-ce que Là j'ai fait? là aussi, il faut lâcher prise. Alors, qu'est-ce que je fais en faisant ça? Et ben, directement, je simule une forme d'endormissement. Donc, en fait, mon état qui est tellement conscient et tellement éveillé, je vais juste le diminuer un petit peu pour me rapprocher vers le fameux, sweet spot, tu vois, de l'état de phase, pour pouvoir avoir un environnement qui va être plus, facilement, malléable, pour que ça réponde beaucoup plus facilement à certaines intentions. Et donc, tu vois, c'est l'idée, la difficulté avec les techniques, les protocoles, ça ne va plus être forcément de vivre la sortie en elle-même, la sortie hors du corps, mais plus de s'y maintenir et d'arriver derrière à réaliser certaines choses qu'on a à cœur de réaliser. Alors, si même si j'imagine qu'on n'a plus aucune notion du temps, heu, comme tu l'as étudié d'une certaine façon, de manière scientifique, tu as fait beaucoup de recherches là-dessus. Il y a quand même des minutages pour le citoyen lambda, des expériences? Bon, Oui, c'est intéressant. Déjà, d'un point de vue des perceptions, beaucoup diront: «Ah, ça a duré une demi-heure, ça a duré longtemps», au début, les premières expériences. En fait, souvent, ce qui est drôle, c'est qu'on perd la notion du temps, mais on n'est pas forcément conscient qu'on a perdu cette notion du temps. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas de comparaison. Aujourd'hui, les spécialistes, donc qui ont des appareils pour pouvoir mesurer ça dans les laboratoires, vont remarquer que de toute façon, c'est souvent lié aux durées de cycle de sommeil paradoxal. Le sommeil en général, dans le sommeil général, il y a quelques minutes, on va dire une quinzaine de minutes liées au sommeil paradoxal à chaque cycle. Au petit matin, on remarque que déjà, on baigne beaucoup plus souvent dans le sommeil paradoxal. On a beaucoup moins besoin de sommeil lent et récupérateur, et donc on va transiter, on va passer plus de temps dans le sommeil paradoxal et on expérimente plus ou moins consciemment, naturellement, des micro-réveils. Donc un passage d'éveil, on change de position dans le lit, on s'en souvient déjà plus qu'on a changé de position, on se souvient même plus du micro-réveil, mais on en a. Et donc, dans ce sommeil paradoxal, on va passer un certain temps. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un moment donné, qu'on le veuille ou non, eh ben, on revient. On revient à notre état, d'éveil normal. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que certains décrivent donc, de vivre une expérience longue. Pourquoi? Parce que dans ce laps de temps qui est physiquement court, en sortie, elles ne sont plus, cloisonnées, emprisonnées par l'enveloppe de chair. Donc elles vont pouvoir réaliser beaucoup plus d'actions en un laps de temps physique plus court. Ça donne quoi? Ça donne une perception du temps qui est plus longue. Pour aller d'un point A à un point B, d'un point de vue, tridimensionnel et terrestre, physique, on va mettre, par exemple, je vais à Tahiti, je dois, sortir de chez moi, prendre la voiture, me rendre à l'aéroport, par exemple, me garer, faire le check-in et cetera. Enfin, tous ces choses-là, tout ce qu'il y a à faire, prendre l'avion et arriver. Je mets beaucoup d'actions, mais je mets un laps de temps plus long. Maintenant, si je veux m'y rendre juste par l'intention, je m'y rends. Et derrière, si je veux nager dans la seconde, je vais nager, dans un atoll, je vais nager même sous l'eau, me mettre à respirer sous l'eau. Je vais avec observer le un copain. poisson. Voilà. Donc en fait, cette transposition, quand on revient, on se dit: «Waouh, j'ai fait plein de choses et finalement, en combien de temps?» Voilà. À contrario, une personne qui avait l'intention de réaliser, des choses importantes dans ses sorties hors du corps, si elle a pas réussi à le faire et qu'elle est revenue de manière trop prématurée, elle se dit: «Bon, j'ai rien eu le temps de faire, ça a duré, quelques secondes» et en fait, ça peut avoir duré une minute. Donc tu vois, il y a vraiment une conception du temps qui est, totalement, biaisée. Alors, outre la curiosité de l'expérience, toi qui en as vraiment la pratique et qui accompagne pas mal de personnes pour ça, quels sont les bienfaits? Ah oui, c'est très important. Merci de poser cette question parce qu'on parle toujours de sortir du corps astral
Et c'est vraiment, ce que j'avais à cœur de délivrer dans ce livre. D'ailleurs, je dis: «J'avais à cœur», mais m'a montré d'ailleurs les 3 axes d'ailleurs dans cet état de phase. Et c'est comme ça que est venue la construction du livre, hein. La première partie, plus théorique, sur la vision du phénomène, la deuxième sur la méthodologie, des protocoles, mais surtout derrière, pourquoi le vivre? Et derrière donc j'expose les bienfaits, appuyés de témoignages d'expérienceurs, de stagiaires et certains de mes témoignages. Les bienfaits sont beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine, parce que ça ne se limite pas à voyager, à explorer. Derrière, on peut obtenir des informations qui vont être utiles dans notre vie. Et on peut obtenir ces informations en posant des questions. Les questions, vont nous permettre d'avoir des réponses, soit par des objets animés ou inanimés. Donc, un exemple drôle, c'est qu'à une certaine époque, quand on parlait de réponses qu'on pouvait avoir, très souvent, c'était des êtres qui s'approchaient vers nous pour nous délivrer des réponses. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a des objets qui se manifestent, comme une télé, des choses qui n'existaient pas, enfin, qui n'existaient pas, d'un point de vue physique, Oui, parce qu'en fait, comme on le disait, tout existe déjà dans le champ, il y a de la mais communication instrumentale. dans la matière, maintenant, il y a ça. Il y a des télés, il y a des téléphones, les journaux, il y a une époque, c'était des journaux, les livres. On retrouve encore, tout ça, mais on retrouve aussi effectivement, les êtres. Alors là aussi, il ne faut pas se limiter. Il faut juste accueillir la réponse, la manière dont elle doit se manifester. Pourquoi? Parce que si on n'a lu qu'une seule fois que la réponse devait arriver par un être qui s'approche vers nous, on est en sortir du corps, à un moment donné, on commence à percevoir une voix, mais on va chercher un être partout. Et tant qu'on ne le voit pas, bah, on n'accorde pas d'importance à cette voix qui est en train de parler. Cette voix, elle peut être perçue d'un point de vue interne ou extérieur. Et cet être, ça peut être un guide qui est en train de nous délivrer un message. On active le canal de la clairaudience, j'allais dire, parce qu'on me dit souvent, les médiums me disent, quand tu es en sortie, que tu reçois des messages, c'est en guidance, tu reçois, tu es en pleine séance de médiumnité. Et effectivement, si on se limite systématiquement à vouloir voir cet être, ben, on se limite encore une fois dans la réception du message. Donc, obtenir de l'information, bien sûr, ça passe par poser une question. Après, il y a des techniques qu'on peut utiliser, comme tourner autour de soi-même, essayer d'ouvrir une porte et accueillir la réponse de l'autre côté de la porte, hein. Si on attend la réponse d'une personne en particulier, bon là, effectivement, on s'attend à voir la personne de l'autre côté de la porte ou au niveau du coin de la rue, etc. Après, dans les bienfaits, ces réponses, dans ces informations recueillies, elles sont souvent, hem, différentes d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vont avoir des réponses qui vont être vraiment de nature symbolique. C'est comme si là, on s'adressait à eux systématiquement de manière symbolique, pour qu'elles décodent dans leur vie, heu, sous forme méditative parfois, qu'est-ce que ces symboles évoquent chez elles. D'autres vont avoir des réponses beaucoup plus, factuelles et beaucoup plus, terre à terre, voilà. Faut faire ci, il faut faire ça, et cetera. Moi, en l'occurrence, j'ai souvent des réponses, avec de l'humour, tu vois? On me montre, des situations et je dis un truc, hein, par exemple, «Pourquoi je suis dans cet état en ce moment?» et on me dit: «Mais tu vois pas que c'est toi qui l'as choisi, systématiquement?» Enfin, voilà, des blagues ou les guides qui changent de forme, hein. Donc j'ai parlé de guides, c'est un autre aspect de la sortir du corps, faire des rencontres. Ces rencontres, on parle alors tout de suite en sortir du corps, il y a des gens qui me diront: «Oui, mais des fois on rencontre des êtres, mais ils nous parlent pas, il y a rien qui se passe». Aujourd'hui, on parle moi je dis souvent que c'est des figurants. Certains parlent des dormeurs. Les dormeurs qui sont là, qui peuplent le décor sans avoir un rôle particulier pour nous. Il y en a beaucoup qui parlent de ces dans les jeux vidéo, tu sais, c'est NPC, non-playing character, c'est les personnages, encore une fois, c'est des figurants de jeux vidéo, hein. Et tu le remarques très rapidement si tu essaies de parler avec eux. Tu essaies de leur parler et tu as l'impression d'avoir des robots en face de toi. Des êtres inanimés, même des fois, ils se désintègrent devant toi. S'il y en a un qui essaie d'interagir avec toi et que tu as un doute justement parce que tu ressens rien. En fait, c'est vraiment ça qui est flagrant. C'est quand tu as un être, tu es en contact avec une grosse information qui est importante pour toi, tu le ressens. Quand tu ressens systématiquement rien, c'est que tu as en face, de toi juste une forme de projection peut-être qui est là pour habiller le décor. Et tu poses la question: «Mais qui je suis? Comment je m'appelle?» Bah là, la personne, l'être en face de toi n'a pas de réponse. Tu passes le chemin. Tout de suite, faut avancer.
Maintenant, quand il y a donc je disais, on peut rencontrer des guides, certains parlent d'anges, certains vont, peu importe leur religion d'ailleurs, voir des figures, des archétypes, voir Jésus, on peut voir Ganesh, on peut voir, Bouddha et cetera. Il y en a qui vont les voir, Marie, sans pour autant avoir telle ou telle confession. Certains vont voir des êtres de lumière, certains vont décrire des anges sous différentes formes, mais on peut également rencontrer nos êtres disparus, nos protecteurs. Et là-dessus, je trouve que c'est très intéressant de le mentionner. Ça va vraiment aider les personnes qui le vivent de manière délibérée, ces personnes dans le chemin vers le deuil. Quand on n'a pas fait le deuil d'une relation, pouvoir bénéficier d'une dernière étreinte, d'un dernier je t'aime, toutes ces choses-là. Je dis dernier, mais au final, c'est plus le dernier parce que c'est celui qui ouvre la porte vers tous ces je t'aime qui arrivent derrière, ces signes de l'univers, ces synchronicités qu'on va rencontrer dans le quotidien. Cette compréhension que l'être est toujours là, en fait, hein, qu'on ne le voit plus sur le plan physique forcément, mais qu'on continue d'exister derrière. Et donc, c'est intéressant de mentionner la présence de ces protecteurs qui viennent souvent, moi, on me dit souvent, ça me demande de l'énergie. C'est un message que je reçois de temps en temps, ça demande une forme d'énergie, donc ils ne restent pas très longtemps en contact. Et c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que souvent, plus jeune, quand je vivais mes expériences de mes paralysies du sommeil, j'avais cette sensation d'ombre qui s'approchait. D'accord? Et je te disais tout à l'heure, j'avais cette sensation, mais est-ce que c'est des démons qui sont là, qui me veulent du mal? Et aujourd'hui, il y a une clé super intéressante et je la recommande à tout le monde si ça vous arrive et que vous avez le courage de le faire. Posez la question: «Qui es-tu et pourquoi es-tu là?» Les questions. Aujourd'hui, chez tous mes stagiaires, c'est ce qui se passe et c'est thérapeutique. C'est vraiment, thérapeutique, ça va nous permettre de transcender des peurs, des phobies, même plus ou moins conscientes d'ailleurs. Les ombres se transforment et prennent la forme soit d'un être cher qui est là et qui dit, «J'ai toujours été là et je veille sur toi», ou d'une information, où cette ombre se désintègre. Cette ombre, quand elle se désintègre, c'est comme si c'était une projection de nos peurs et nos peurs, on est en train de transmuter nos peurs. Donc c'est utilisé aujourd'hui dans les pays anglo-saxons, chez les spécialistes là-dessus. Ils l'utilisent déjà d'un point de vue thérapeutique et c'est ce que j'essaie de faire le plus en plus dans mes stages, c'est de présenter cet aspect-là. On remarque que c'est utilisé pour, les syndromes de stress post-traumatique, pour, des phobies, ça peut être la peur du vide, les araignées et cetera. Quand tu as un monstre qui te poursuit ou un animal dit féroce, tu te retournes et que tu poses la question: «Qui es-tu?» et que tu vois que d'un seul coup, c'est un être lumineux et ben, souvent ça interrompt aussi, tous ces terreurs nocturnes que certaines personnes peuvent vivre. Donc une personne qui vit des terreurs nocturnes de façon récurrente, bah, je recommande, cette pratique ou tout simplement, chercher la lucidité dans cette terreur nocturne. Donc le cauchemar lucide devient un rêve lucide parce qu'on a transmuté l'expérience. Et puis aussi, c'est la possibilité d'accès à des informations. Oui, donc la forme les informations par rapport à notre vie, qu'est-ce qu'on est en train de vivre par rapport à cette mission? Est-ce qu'on a une mission de vie? Donc là, est-ce qu'au niveau sentimental, dans notre couple, les choses vont bien? Est-ce qu'au niveau du travail, la voie professionnelle, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Bien sûr, on va pas s'arrêter à une information reçue, mais plutôt le côté impactant. C'est-à-dire que une information qui te vient et qui vient te percuter vraiment plein cœur et tu reviens, elle t'a complètement chamboulé. Derrière, elle doit surtout te pousser dans cette réalité physique incarnée à méditer dessus. Qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que tu es vraiment là-dessus? En fait, c'est comme si elle venait te réveiller. C'est que, tu vois, dans le yoga du rêve tibétain, on parle justement du fait que cette réalité tridimensionnelle et physique qu'on vit, c'est un rêve. On appelle le rêve primaire. Donc, ils te disent qu'on est endormi dans cette illusion. Les physiciens parlent certains parlent de l'illusion dans laquelle on est en train de vivre. Mais on parle d'un rêve primaire. Le rêve qu'on fait la nuit, c'est le rêve secondaire. Et ça veut dire que cette pratique, parce que dans le yoga du rêve tibétain, on s'exerce à cette pratique. C'est pas quelque chose qui est proscrit. On essaye vraiment de le vivre. Pourquoi? On essaie à se préparer à l'après. Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Donc on entame déjà ce chemin. C'est marrant, j'ai fait une autre émission hier et on me disait: «Oui, c'est un peu comme quand tu veux acheter une maison,
et que tu aimes bien la visiter avant. Ben, c'est un peu ça. C'est vraiment une belle image, je trouve, la préparation à ce qu'il y a derrière. Donc, ça vient te. On dit souvent, tu sais, alors là, les expériences de mort imminente, tu m'as posé la question tout à l'heure. L'expérience de mort imminente, c'est comme si dans la continuité, elle était en bout de chaîne. C'est une expérience qui est souvent encore plus transformatrice pour la personne qui revient, hein, du coup, de cette expérience de mort imminente. Et elle relate souvent des symptômes comme le fait de sortir du corps, tout ça. Et elle relate aussi une connexion à un amour très fort. Et un aspect qui est intéressant, c'est ce jugement. Tu sais, ce fameux jugement où la personne se rend compte qu'elle s'auto-juge. Ça peut être un ange ou un guide qui lui montre quelque chose. Et quand cette personne dit: «Mais j'ai fait ça, c'était mauvais, ce que j'ai fait, c'était pas bien», souvent cet ange, cet être, protecteur, défunt, déjà disparu, dit: «C'était juste». Ça, c'est j'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai fait des émissions là-dessus. Les personnes disent: «Oui, mais c'est ce qu'on me disait, c'était juste, c'est» et je me rends compte que c'est moi qui m'auto-juge dans cette expérience. Donc, quand tu vis un phénomène impactant, que tu reçois une réponse, sortir du corps, qui vient t'impacter, et ben, en fait, elle t'emmène à un auto-jugement de ça. C'est te dire: «OK, est-ce que je suis trop dur avec moi-même dans mes actes, dans mes actions, dans mes pensées, mes paroles? Est-ce que je n'ai pas envie de changer telle ou telle chose dans ma vie?» et cetera. C'est pour ça que quand on me pose la question: «Oui, mais est-ce qu'à faire ces sortir du corps, on n'est pas dans une fuite?» et ben, au contraire, je trouve que moi, en tout cas, dans mon expérience, mes sorties me ramènent encore plus dans cette réalité, incarnée, et elle m'amène à vivre de manière plus consciente cette, vie incarnée. Et puis à comprendre vraiment qu'on est créateur, puisque les choses se passent immédiatement de l'autre côté. Oui, on est créateur, alors là, c'est toujours cette fameuse, question: est-ce qu'on crée? Est-ce qu'on reçoit de l'information qu'on nous envoie? Au Ou moins, est-ce qu'il y a les 2? Et je tout pense qu'il y a des 2. Tu vois? C'est ça qui est ce qui est beau. je pense tout au moins on se connecte parce que aussi, puisque tout existe à l'attendre, hein, Oui, à l'état latent dans ce fameux champ quantique, c'est la source de toutes les inspirations en fin de compte. c'est ça. On se connecte et tu vois, tu viens de m'inspirer là aussi. La Parce que tu vois, moi je le dis souvent, on se connecte, on est cette forme d'antenne, tu vois? La glande pinéale elle-même, elle agit comme un transducteur. Comme un transducteur de télévision, on reçoit une fréquence et on projette quelque chose, on reçoit quelque chose. Donc, si on est comme des antennes, on est à la fois émetteur et récepteur. Mais finalement, ce pouvoir créateur qu'on aurait, c'est juste, émettre le cap vers quelque chose, émettre une intention, et derrière, comme tu l'as dit, ça existe déjà. Donc on reçoit. On la a cette prochaine sensation de toi créer qui es finalement quelque chose qui existe. qui es musicien aussi, la prochaine musique que tu vas composer quelque part, elle existe déjà, Ouais. Bah hein. oui, c'est ce qui est flagrant, et là, je peux dire, ça nous est arrivé avec mes frères, tu sais, avec mes frères triplés, on chante, Oui, on compose ensemble. et tant C'est de qu'à un moment choses. donné, on a composé une musique et on l'avait, a cappella, juste avec les voix. On avait la musique derrière, on avait l'idée, mais on l'avait pas encore retranscrit, et quelques mois après, il y a Mariah Carey qui sort, une musique, et le refrain, c'est la même mélodie, et là, on se dit: «Mais mince, ça a pas été enfin, aujourd'hui, comment tu veux prouver ça?» Tu Oui, vois? oui, complètement, complètement, mais ça prouve bien qu'elle était déjà là dans ce fameux champ quantique, quoi, hein? Bah, tous les chercheurs, qui ont émis, les mêmes, qui ont fait des découvertes presque, j'allais dire simultanées à l'échelle du temps, mais, à un moment donné, à différents endroits du monde, sans avoir pu communiquer entre eux, quoi. Ça aussi. Il y a tant d'exemples, hein, quand un Oui. mouvement artistique se crée dans le monde, par exemple, d'autre côté de la planète, il y a à peu près la même chose qui Mmh. c'est fantastique, quoi. C'est ça, c'est vraiment il faut partir du principe que tout existe déjà et nos plus belles possibilités, la seule chose qui fait obstacle, ce sont nos peurs, nos doutes, hein? Mmh. Ce qui est intéressant aussi dans le questionnement, je dis bien questionnement parce que ça reste un questionnement, c'est, notre connexion justement à cette partie consciente, donc notre propre conscience, et l'élargir, c'est être connecté aussi à cette conscience collective. Alors pourquoi je dis ça? C'est, tu sais, cette fameuse loi du centième singe. Hem, les singes qui sont isolés sur une île, on leur donne, à manger, les patates. C'est la transmission de pensée, tu vois? C'est ça, c'est ça. Et il Oui, y a une forme de transmission, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces singes-là qui apprennent à nettoyer leur pomme de terre. leurs pommes de terre, parce qu'elle a du sable dessus, et tout le monde, toutes ces singes se mettent à le faire.
Et ensuite, au même moment, les singes qui ne sont pas sur l'île se mettent à le faire également. Quoi. Il y a cette connexion plus large et c'est marrant parce qu'on parlait du fait que tout existe déjà au niveau du champ d'information. Et au final, il y a aussi ce qu'on intègre quand on parle de l'intégrer dans la réalité incarnée. Dans cette vie incarnée, il y a qu'est-ce qu'on intègre, on intègre nous, l'ensemble des êtres humains sur cette terre, sur cette planète. Qu'est-ce qu'on intègre tous sur cette vie terrestre, sur le plan tridimensionnel, quoi. Tu vois. Et, Ça, et c'est quelque cela, chose que. et cela n'empêche, enfin justement, ça démontre qu'au tout grand changement commence par quelque chose d'individuel. Oui, mais tu vois, c'est comme le cordon d'argent. Depuis que j'en ai parlé, j'ai plusieurs expérienceurs qui me disent: «Ah, effectivement, je vois pas le cordon d'argent». Je dis pas que je suis le premier à en avoir parlé, mentionné que ça n'existait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans la transmission, même dans ce champ dans lequel on se connecte, dans la perception des choses, eh ben, il y a encore une partie de nous, quoi. Il y a encore une part de notre, des fois, il y a notre ego qui est encore là, forcément. Tu vois, l'ego, c'est un travail continuel. C'est pour ça qu'au final, d'être de l'autre côté, on a accès à un champ, mais derrière, on évolue aussi. On évolue dans cette autre réalité et on remarque au fil des expériences. Par exemple, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la réalisation des désirs aussi, sortir du corps. Parce que tu m'as demandé les bienfaits, c'est vrai que j'ai pas fait toute la liste. Il y a la simulation, vivre, se mettre à voler, bien sûr, tout ça. Il y a travailler sur la sphère émotionnelle, la santé physique et émotionnelle. Euh, Ça, c'est quelque chose de très important. Mais il y a également le fait, je disais, d'évoluer. Quand tu évolues dans la sortir du corps, tu vas remarquer quelque chose d'intéressant. Alors là, il y en a qui le pratiquent et quand on est plus jeune, moi c'était dans les rêves lucides pendant des années, c'était ça. Après certaines sorties aussi au début, c'est qu'on remarque qu'il y a les pulsions primaires qui reviennent. Chez certains, ça va être la nourriture. Tu vois, moi à un moment donné, j'arrive, alors je suis pas un fan de chocolat ou autre, mais à un moment donné, j'ai mon plan d'action défini et je chemine chez moi et d'un seul coup, je vois dans le salon des fontaines de chocolat, du chocolat partout. C'est Charlie et la chocolaterie, quoi. Mais j'y vais par curiosité. J'y vais pas pour dévorer tout ça, mais je vais goûter. Alors là, ça va, mais je me dis, ça me détourne vite. Tu vois, c'est ce fameux, en alchimie, on parle du diable. Le diabole, c'est celui qui divise. C'est la distraction, celui qui te détourne de ton chemin. Et là, ensuite, j'arrive je me balade dans la rue. Donc là, je suis en rêve lucide. Plus jeune, je me revois adolescent. Et là, systématiquement, bah, je vois une fille et sans rentrer dans les détails, tu te sens attiré. C'est quelque chose qui est très fort, qui est magnétique, c'est les pulsions primaires. Et là, je remarque dans mon cheminement qu'aujourd'hui, je vis mes sorties du corps. Tu peux me mettre à côté Miss Univers. Je ne vais pas aller voir Miss Univers, c'est pas prévu. Je vais coller à mon plan d'action. Et dans les premiers expérienceurs, dans beaucoup d'expériences, certains décrivent, je dis, mais c'est fou, ce que vous avez dit, c'était totalement, vrai. À un moment donné, j'avais prévu de faire ça, ça, ça. J'étais motivé pour le vivre, mais dès qu'on m'a présenté, bon, je dis comme ça, une femme, voilà, j'ai été attiré et certains hommes m'écrivent pour, donc souvent là, c'est anonyme, hein, bien sûr, enfin, je veux dire, il exprime pas publiquement sur les réseaux, pour me dire: «Est-ce que j'ai trompé ma femme?» Parce qu'en fait, j'aime ma femme, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai été attiré vers cet être? Donc là, il y a surtout pas à se culpabiliser parce qu'on n'est pas dans une réalité, où le jugement se fait de la même manière, les lois sont différentes, mais par contre, elles nous amènent à une forme de miroir où on se trouve. Souvent, le fait d'aller vers cet aspect primaire, les pulsions primaires, ça peut témoigner d'une forme d'insécurité très primaire dans notre vie. Ça va être, l'instinct de survie, dans notre quotidien. Est-ce que j'ai assez pour nourrir ma famille, mes enfants? Heu, Tu vois, je fais une transposition là-dessus. Nous ramener à des pulsions primaires, c'est souvent ça. C'est les instincts de survie, l'instinct de reproduction de la famille, tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est bon ou mauvais, encore une fois, sans jugement. À un moment donné, on s'élève, à un certain, je dis s'élever sans dire que c'est mieux, mais se dire: «Je vais passer plus de temps approfondir ma méditation, élargir mon observation, l'observation de la vie, au lieu de la vivre dans la souffrance de ce que je suis en train de vivre, je vais essayer de prendre de la hauteur et me dire: «OK, maintenant cet être qui potentiellement a fait du mal, bah, je lui souhaite de l'amour», tu vois? Dès que je commence à élever cette observation, bah, je remarque qu'en sortir du corps,
je vais coller beaucoup plus à mes aspirations profondes. Donc, on peut se dire quelque part qu'il y a une forme de connexion à notre être véritable. Et ça peut amener une vision plus spirituelle de la vie. Exactement, ouais. Là, c'est hyper transformateur pour un matérialiste. Des matérialistes qui veulent expérimenter l'expérience par pure curiosité. Se dire: «Non mais tout ça, ça existe pas», mais n'empêche elles y vont. Alors quand elles y vont, c'est quand même qu'il y a une part d'elles qui est attirée par ça. Souvent la motivation consciente, c'est: «Moi je veux démontrer que ça existe pas», et au final, elles vivent l'expérience et c'est souvent les personnes les plus transformées. Les personnes qui dans leurs témoignages vont faire des longs pavés: «Non mais c'est très trop loin à expliquer, il faut que je prenne le temps», des personnes qui vont se mettre à dévorer plein de livres, de vidéos, parce que d'un seul coup, le cheminement, prend tout son sens, quoi. Et je crois que ton enthousiasme à partager sur ce vaste sujet, va inspirer beaucoup, mon cher Clément. Alors je vous refais voir le livre, donc tu l'as intitulé, «Sortir du corps», hein, une expérience à votre portée, c'est aux éditions Exergue, hein. Alors le prénom, c'est je l'ai dit au final, je sais qu'on en parle souvent, c'est Romain. Le nom de famille, c'est Clément, mais je sais qu'à chaque fois Oui, à oui. chaque fois qu'on se parle, mais je leur dis, c'est plus pour les personnes qui me regardent, parce que Christian, je sais qu'entre nous, c'est toujours c'est Oui, l'habitude. oui. Voilà. Bon, je me suis fait piéger. Voilà. Eh ben, écoute, un grand merci, hein, et au plaisir de te retrouver. Merci à tous ceux qui vont nous écouter. Merci à toi, Christian, pour cette invitation. Merci à vous tous de nous avoir Merci, écoutés. merci.